Le suspense autour du retour en Gambie du nouveau président Adama Barrow, attendu dans son pays depuis le départ en asile de Yaya Jammeh, s'est dissipé mercredi avec l'annonce de son arrivée jeudi après-midi à Banjul. Accueilli au Sénégal depuis le 15 janvier à la demande de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui craignait pour sa vie durant les derniers jours du mandat de Yaya Jammeh, Adama Barrow différait jusque-là son retour, invoquant des craintes persistantes pour sa sécurité. Ni Adama Barrow, ni son entourage n'avaient jusqu'à présent officiellement annoncé de date pour son retour. Vainqueur de l'élection présidentielle du 1er décembre face à Yaya Jammeh, qui avait initialement reconnu sa défaite avant de se raviser le 9 décembre, déclenchant une crise de 6 semaines, Adama Barrow a prêté serment le 19 janvier à l'ambassade de Gambie à Dakar. Il n'est plus apparu ni ne s'est exprimé en public depuis, à part une série d'interviews accordées à des médias locaux et internationaux à Dakar. Toutefois, le président gambien a demandé la poursuite de l'opération militaire de la CEDEAO, lancée le 19 janvier à partir du Sénégal, pour forcer Yaya Jammeh à céder le pouvoir, jugeant les conditions de sécurité insuffisantes pour entrer. Barrow a également demandé aux forces de la CEDEAO de rester 6 mois dans le pays, une décision qui appartiendra aux responsables militaires de la CEDEAO, a souligné Marcel de Souza. Alors que leur grève est censée s'achever vendredi, le gouvernement ivoirien a appelé ce mercredi les fonctionnaires à mettre fin à leur mouvement, menaçant de le déclarer illégal et de prendre des mesures appropriées. Soulignant que le gouvernement est à la limite de ce qui peut être fait, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, Bruno Nabagné-Koné, a affirmé que les négociations entre les syndicats et un comité de dialogue social de la fonction publique qui se poursuivaient ce mercredi sont celles de la dernière chance. Concernant les fonctionnaires, le gouvernement salue la suspension du mot d'ordre de grève lancé par certaines organisations syndicales et se félicite de la poursuite du dialogue social. En conséquence, le gouvernement considère que les absences au poste de travail, particulièrement dans le secteur de l'éducation, sont désormais illégales. En grève depuis le 9 janvier, les fonctionnaires demandent des augmentations de salaire, le paiement de certains arriérés de primes. Les grévistes protestent également contre une réforme des retraites intervenue en 2012, dont les premiers effets se font sentir en 2016 avec la mise à la retraite de fonctionnaires touchés par la loi. L'Égypte souhaite organiser des pourparlers directs entre les principaux dirigeants des institutions se disputant le pouvoir en Libye voisine. C'est l'annonce faite par le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri. Il s'exprimait au Caire à l'issue d'une nouvelle réunion diplomatique des pays voisins de la Libye, plongée dans le chaos et déchirée par des rivalités opposant ces différentes milices et tribus depuis la chute en 2011 de Mouammar Kadhafi. Dans un communiqué, les pays voisins de la Libye ont rejeté toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures libyennes, appelant le Parlement de Tobrouk à accorder sa confiance au gouvernement d'union nationale. Deux autorités politiques se disputent le pouvoir en Libye. D'un côté, le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli est reconnu par la communauté internationale et de l'autre, une autorité rivale qui contrôle une grande partie de l'Est libyen et qui s'appuie sur le Parlement élu de Tobrouk. Ce Parlement a apporté son soutien à l'armée nationale libyenne, autoproclamée par le maréchal Khalifa Haftar, qui conteste le gouvernement d'union, mais qui est soutenu par plusieurs pays arabes, comme l'Égypte, les Émirats arabes unis ou encore la Jordanie. Au dernier jour de leur 23e congrès, les congressistes du puissant syndicat tunisien UGTT continuaient à discuter des dossiers d'ordre politique, économique et social. Fondée le 20 janvier 1946 par le leader nationaliste Farhat Hachid, la centrale a toujours été un mouvement très politisé. Et dans un pays miné par les conflits sociaux, les débats et l'issue du congrès sont suivis de très près. Parmi les dossiers importants qui ont été évoqués par les congressistes,
La plupart sont des dossiers relatifs à la révision du Code du travail, comme point important évoqué avec beaucoup d'intérêt, parce que le Code du travail n'a pas été encore amendé depuis un certain temps. Les congressistes ont souligné que l'état du développement actuel en Tunisie reste fragile depuis la révolution jusqu'à ce jour. Alors le développement n'a pas atteint les régions marginalisées. La pauvreté existe encore. Le chômage existe encore. L'infrastructure reste obsolète. Un nouveau bureau exécutif doit aussi être élu lors de ce congrès prévu sur 4 jours. Élu fin 2011, moins d'un an après la chute de la dictature, le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail, UGTT, Houssine Abbassi, doit passer la main. Deux points ont marqué les travaux de cette deuxième conférence extraordinaire des chefs d'État des pays membres de l'autorité de développement intégré du Liptako Gourma à Alger. Il s'agit de la transformation de l'organisation en un espace économique couvrant les 3 États membres, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L'autre point est relatif à la question sécuritaire et la lutte contre le terrorisme. Issoufou Mahamadou du Niger, Roch-Marc Christian Kaboré du Burkina Faso et Ibrahim Boubacar Keïta, représenté par son premier ministre à la conférence Modibo Keïta, ont convenu de la mise en place d'une force commune. Si nous ne nous occupons pas nous-mêmes de notre sécurité, il n'y a personne qui viendra financer la sécurité des pays et des États membres de l'ALG. Donc nous avons pris l'engagement, en tout cas à notre niveau, au niveau des 3 pays, de faire en sorte à financer déjà nos armées pour assurer cette sécurisation, à faire appel également à des partenaires, puisque notre action s'inscrit également dans le cadre du G5 Sahel, que vous connaissez, qui déjà travaille sur d'autres frontières dans le cadre donc, de la lutte contre le terrorisme. Le président Issoufou Mahamadou, qui assure la présidence de l'autorité, s'est réjoui des conclusions auxquelles ils ont abouti à l'issue de ces travaux. Je n'ai aucun doute qu'en mutualisant nos moyens de renseignement et nos capacités opérationnelles, nous parviendrons à neutraliser ces groupes dont le théâtre d'opération est trop vaste pour être sécurisé par un seul État. Au plan régional, les chefs d'État des pays membres de l'autorité de Liptako Gourma se sont réjouis du dénouement obtenu en Gambie qui a permis d'éviter une effusion de sang. Ils ont aussi condamné les récentes attaques de Gao au Mali qui ont fait plusieurs morts. L'explosion de 2 véhicules piégés aux abords d'un hôtel du centre de Mogadiscio en Somalie, suivie d'une attaque par des militants Chebab armés, a fait au moins 7 morts et plusieurs blessés. Selon Ibrahim Mohamed, un véhicule piégé a été lancé en début de matinée sur une des entrées du périmètre de sécurité de l'hôtel Daya, fréquenté par des hommes politiques et situé près du Parlement et de la présidence. Plusieurs hommes armés ont ensuite pénétré dans l'enceinte de l'hôtel et commencé à échanger des coups de feu avec les gardes de sécurité. Mais alors que les services de secours, des policiers et des journalistes étaient arrivés sur place, une deuxième explosion puissante d'un véhicule laissé aux alentours a ensuite eu lieu, blessant au moins 4 journalistes. Via leur compte Telegram, les islamistes radicaux Chebab affiliés à Al-Qaïda ont revendiqué ce double attentat. Les Chebab ont juré la perte du gouvernement somalien soutenu à bout de bras par la communauté internationale et protégé par la force de l'Union africaine, l'AMISOM, forte de 22 000 hommes. En visite à Maputo, le président turc Recep Tayyip Erdogan a demandé mardi aux autorités mozambicaines de l'aider à combattre l'influence du prédicateur Fethullah Gülen, qu'il accuse d'être à l'origine d'une tentative de putsch en juillet dernier. Le Mozambique est la deuxième étape d'une tournée africaine du président Erdogan entamée par la Tanzanie. La lutte contre les gulenistes est l'un des principaux thèmes de cette tournée du chef de l'État turc. Chers invités, mesdames et messieurs, nous avons discuté avec son Excellence le président Philippe Nyusi des événements du 15 juillet dernier en Turquie, lorsque des terroristes goulénistes ont tenté un coup d'État qui a échoué. Nous demandons cordialement votre soutien pour combattre les goulénistes
partout dans le monde. Nous savons qu'ils sont présents ici, au Mozambique. Les autorités turques réclament la fermeture d'écoles et de fondations gulenistes dans le monde entier, particulièrement dans les Balkans, en Asie centrale et en Afrique, ainsi que l'extradition depuis les États-Unis de Gülen, qu'Ankara qualifie de terroriste. Par ailleurs, le président Erdogan, qui est accompagné au Mozambique d'une délégation de 150 entreprises turques, devait conclure sa visite par un forum économique. Après l'étape du Mozambique, il doit s'envoler pour Madagascar. Le président mexicain Enrique Peña Nieto a condamné mercredi le projet de son homologue américain Donald Trump de construire un mur à la frontière entre les deux pays et s'est engagé à défendre les migrants mexicains aux États-Unis. Je regrette et condamne la décision des États-Unis de continuer la construction du mur qui, depuis des années, au lieu de nous unir, nous divise, a-t-il affirmé dans un bref message vidéo diffusé sur son compte Twitter. Le président mexicain n'a pas indiqué s'il comptait annuler ou non la rencontre prévue avec le magnat républicain le 31 janvier, précisant qu'il attendrait le retour d'une délégation de haut niveau à Washington avant de prendre une décision sur les prochaines étapes. Donald Trump a signé mercredi un décret lançant le projet de construction de ce mur pour endiguer l'immigration illégale vers les États-Unis. Enrique Peña Nieto a également annoncé qu'il avait demandé aux 50 consulats mexicains aux États-Unis de se transformer en authentiques défenseurs des droits des migrants mexicains. Au Mexique, tout au long de la journée, les leaders de l'opposition ont exhorté Enrique Peña Nieto à ne pas se rendre à Washington la semaine prochaine pour protester contre le projet de mur de Donald Trump. Les autorités brésiliennes ont recensé au moins 40 décès provoqués par la fièvre jaune en moins de 2 mois et tentent de freiner la propagation du virus dans des régions où la population n'est pas encore vaccinée. Selon le ministère de la Santé, il s'agit de la pire poussée de fièvre jaune en 14 ans. Cette maladie virale hémorragique aiguë, transmise par les moustiques, avait tué 17 personnes en 2009, 27 en 2008, 23 en 2003 et seulement 5 en 2015. Au total, 438 cas suspects ont été recensés dans tout le pays, 70 d'entre eux confirmés. L'expansion géographique au-delà des régions considérées comme étant à risque, concentrées dans le nord et l'ouest du pays, est le facteur qui inquiète le plus les autorités. Parmi les 40 décès confirmés du 1er décembre au 24 janvier, 37 ont eu lieu dans des régions rurales de l'État de Minas au sud-est du pays. Plus inquiétant encore, le virus a gagné Espírito Santo, État côtier situé au nord de Rio de Janeiro, une région éloignée des zones traditionnellement touchées par la fièvre jaune. Un premier cas a été confirmé lundi soir et 21 autres sont encore en cours de vérification. C'est sur cet écran implanté au quartier Le Togo à Lomé que certains Togolais ont suivi la défaite de leur équipe nationale à la 31e édition de la CAN Gabon 2017 à l'issue du 3e match de poule qui l'opposait au Léopard de la République démocratique du Congo dans la soirée du 24 janvier. Ambiance avant-match. Après le premier but des Congolais à la première partie, mine serrée, concentration, les Togolais ont gardé leur courage jusqu'à la lueur d'espoir née du seul but des éperviers. Comme leur deuxième sortie, 3 buts à 1 en faveur des Léopards de la République démocratique du Congo que les éperviers ont perdu ce 3e match. Mais ils ont toujours le soutien de leurs concitoyens. Les éperviers, effectivement, ont perdu le match, mais ils n'ont pas mal joué. En football, vous savez, il y a un vainqueur, un vaincu. Aujourd'hui, c'est le Congo qui a gagné. Ce n'est pas pour autant, nous devons penser que le Taureau n'a rien fait. Ils ont bien travaillé. Dans la sérénité, l'organisation était parfaite. Donc, ils se préparent pour 2019. Donc, c'est une bonne augure pour le Togo.
trop tôt, comme la Côte d'Ivoire, le champion d'Afrique en titre, l'Algérie, le favori, et le pays organisateur, le Gabon, les éperviers rabattent leurs ailes pour quitter la compétition de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sur une performance de 2 buts marqués, 6 encaissés et un match nul.